Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je vous sors la caméra aujourd'hui un petit peu de temps en temps. Je vais essayer donc de redécouper encore une fois certaines des thématiques que je voudrais aborder en 2022 dû à l'énorme complexité de ce bordel. Et je pense que plus ça avance, plus de toute façon, mes tentatives de réaliser une émission globale pour mes perspectives de 2022 tombent à l'eau. Simplement parce que j'ai trop de sujets à aborder et que à chaque fois que j'essaie de les aborder suffisamment en profondeur, bah, tout simplement ça finit par une émission indigeste d'1 heure et demie. Donc, on va faire comme j'ai fait avant, c'est-à-dire que les différentes thématiques principales que je veux aborder, je vais les aborder, mais dans des petites émissions encloisonnées comme ça d'une vingtaine de minutes. Donc on a fait déjà les deux précédentes, donc je vous rappelle, il n'y a pas de lien direct entre les deux, mais c'est vraiment une superposition de tout ça, et j'essaierai de faire une énorme conclusion à la fin peut-être, si vraiment je vois que les liens sont pas si évidents que ça à faire. Mais je vais essayer de les faire au sein de ces différentes émissions, de faire des résonances et des échos aux autres émissions déjà traitées. Sur ce, donc, c'est parti. Ce qui m'intéresse ici, on va parler donc de contexte des cryptos pour moi sur l'année 2022, mais là donc pas Bitcoin, celui-là on l'a déjà traité, donc je l'ai dit, je rappelle deux scénarios principaux. Est-ce qu'on va passer sur une UT hebdomadaire et une année complètement chiante, ou est-ce qu'on va effectivement rester dans le scénario des fins de tendance daily, mais qui doivent nous conduire vers des ATH parce que tendance hebdomadaire et tendance mensuelle. Voilà, donc on va de facto ici devoir produire de base deux grands scénarios pour tout ce qui se passera autour, c'est-à-dire les altcoins, etc. Et de toute façon, donc je pense que tendance neutre ou pas, il y a un secteur qui de toute façon, à mon avis, alors évidemment difficile de prédire le timing, mais je pense que ce sera pour cette année, celui dont j'ai déjà un petit peu parlé sur cette chaîne YouTube aussi, toute la partie interopérabilité et prise en main du secteur privé, appropriation du service de la blockchain, c'est-à-dire du service de décentralisation et de suppression des tiers de confiance. Donc on en a parlé dans ces différents cycles d'adoption. Beaucoup s'imaginent que le cycle d'adoption, vous connaissez la courbe en S, etc., et que de toute façon, le Bitcoin va monter, etc. Je pense que Bitcoin ne sera pas du tout l'actif de cette année, mais il sera au centre des débats, on en a parlé également, au centre de l'attention. Bitcoin sera très attendu, et c'est probablement cette attente qui fait que sa volatilité sera réduite. Euh, mais qu'en sera-t-il des altcoins? Parce que pour moi, les altcoins ne seront en soi que l'extrapolation volatile de ce que nous donnera le Bitcoin. Comme on l'a dit, il y aura déjà deux grands scénarios de base, facile de les déjoindre, donc vers lequel on va tendre, ce sera la grosse musique à laquelle il va falloir essayer de répondre si on veut essayer de projeter correctement l'avenir des altcoins en 2022. On fait un petit tour par du contexte d'abord, le sentiment, etc., comment on démarre l'année, et après on va voir les différents plans techniques que j'entrevois pour vous. Ok, donc ici ce qui nous intéresse, c'est ce qui se trouve en haut à droite, le crypto Fear and Greed Sentiment Index, et surtout comme d'hab, le chiffre on s'en cogne. Ce qui est intéressant, c'est de le mettre en contexte. Donc au sein de son contexte, ce qui va nous intéresser ici, du coup, c'est le petit graphe qu'on a à droite. Donc là, actuellement, 19, c'est la panique à bord, etc. etc. On ne vient pas d'une zone d'euphorie, c'est ce que je trouve très intéressant, hein, c'est de dire qu'on est allé plus bas dans le sentiment, d'accord, 10 au plus bas, comparable à ce qu'on a connu durant l'été et le fameux crashing the hell, qui n'était ni plus ni moins qu'une structure accumulation-distribution. Euh, donc, formation des bornes majeures d'un range. La question, c'est donc la structure de ce range. C'est la question à laquelle on a répondu dans l'émission spécifique sur le Bitcoin. Mon sentiment personnel et les indications techniques sur Bitcoin m'invitent à penser que la structure va se constituer en ascendance, c'est-à-dire formation d'un biseau avec des excès haussiers probables, plus que probables même, dû aux structures de tendance existantes sur les outils supérieurs en multi-time frame. Donc, je pense toujours qu'ici, on a une opposition par rapport à ce qui a été vécu en termes de sentiment. Autrement dit, on va probablement constituer un range haussier, mais le sentiment semble, lui, par contre, s'orienter à la baisse. Ce qui m'invite à être très prudent sur les momentum. J'ai l'impression que les phases de hausse vont être très rapides, très épidermiques, et que les phases de consolidation seront beaucoup plus longues et psychologiquement impactantes. Ça, c'est la première des choses dont on n'avait pas parlé dans l'émission avant. Ce que ça veut également dire, c'est que sur les altcoins, ça sera probablement encore plus fou furieux que ça. C'est-à-dire, je pense que les momentum haussiers, dans les cycles haussiers qui seront donc très courts sur le Bitcoin, et dans les hausses de sentiments qui seront puissantes mais limitées, dans le sens où je doute qu'on atteigne l'extrême grid cette année, il est assez probable, en revanche, que les altcoins subissent les bons altcoins. Ce dont je vous parle souvent, je dis il y a les bons et les mauvais chasseurs. On va essayer de distinguer un petit peu comment je les sépare. Mais comprendre qu'à mon avis, les bons, d'accord, vont devoir surperformer assez largement le Bitcoin, qui va être
très performant à très court terme. Autrement dit, les hausses du Bitcoin seront verticales, très rapides, et les phases de distillation derrière, très très longues et très douloureuses. Qu'est-ce que ça donne ça sur les altcoins? Ça donne des altcoins qui explosent et distillent très longuement les gains derrière, dans une douleur atroce, d'un sentiment qui sera probablement beaucoup plus baissier qu'haussier cette année, mais des marchés qui montent. Et ça, c'est la dichotomie pour moi de toute la compréhension du marché crypto en 2022. On aura probablement une perception extrêmement négative de ce marché alors qu'il va monter. Tout simplement parce qu'une énorme partie de ce marché ne remontera pas du tout. Il y a des jetons qui vont tout simplement disparaître. Il va y avoir un grand filtrage. Pour moi, 2022, c'est vraiment ça, l'année de la séparation du cas. Très peu de projets altcoins vont mais surperformer sa race, et la plupart vont juste crever. Ils auront des pumps, des petits pump and dump, mais ils vont pumper et très rapidement dumper ensuite pendant des semaines, voire des mois. Autrement dit, quelques jours de hausse mettront des mois à s'effacer et beaucoup de projets effaceront même le support précédent, c'est-à-dire constitueront des creux et sommets descendants. Voilà un petit peu le schéma contextualisant dans lequel, pour ma part, le secteur crypto altcoin va s'inscrire en 2022. Après, évidemment, on va sectoriser donc les altcoins majeurs. Il va de soi que moi, je ne parle pas des shitcoins, small cap, etc. Je parle des trucs qui sont déjà, on va dire, top 60 à peu près, sans compter les stablecoins dont on ne parlera même pas dans cette émission. Allez, c'est parti, on part sur les graphiques. C'est pas ça. Ok, donc, si on part sur le crypto total, donc comme on l'a dit, ce qui va nous intéresser ici, c'est pas de voir la partie Bitcoin, donc on va partir sur Total 3, c'est-à-dire Total sans Bitcoin, sans Ethereum, parce que je ne vais pas volontairement parler d'Ethereum ici, soit je ferai une émission spécifique pour lui, mais il me semble qu'on l'a déjà traité en fait. Dans l'émission où je vous demandais, où j'essayais de répondre à la question est-ce qu'Ethereum sera toujours là dans 10 ans, en soi, les thématiques qui ont été développées à l'intérieur correspondent très sincèrement à tout ce que j'aurais à dire sur Ethereum. Et cette bataille qu'il va avoir par rapport à Bitcoin cette année, flippening, pas flippening, je pense pas sincèrement. Mais donc voilà, je vais pas traiter Ethereum ici, on va tout de suite partir sur l'analyse de tout le reste en fait. Tout ce qui n'est pas Ethereum et tout ce qui n'est pas Bitcoin. Donc dans ce sens-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc ce crypto total 3, il est en tendance. Il n'y a aucune façon de le placer autrement, d'accord ? On sort bien d'un range méga mature, breakout très pop, très clair, les cycles sont rompus. Bref, celui qui me dit qu'il n'y a pas de tendance sur les altcoins, c'est juste fou furieux. Bon, par contre, évidemment, le problème, c'est qu'on atteint déjà une phase de divergence ici. Ce qui veut dire que le risque, c'est que les altcoins autres que Bitcoin et Ethereum pourraient se manger une quenelle affligeante. Le problème également, c'est qu'on n'a connu qu'un seul suivi de tendance. Ce qui m'invite à penser que dans cette tendance ici, qui est quand même très très épidermique, la phase de divergence est potentielle, mais elle peut aussi être un gros piège. J'ai vraiment le sentiment que les altcoins vont suivre Bitcoin cette année. C'est-à-dire, comme je vous disais, que le sentiment sur les altcoins ne sera ni plus ni moins qu'une extrapolation très brutale de ce que connaîtra le Bitcoin. Donc j'ai l'impression que la structure crypto Total 3 ressemblera au même biseau, d'accord, que celui qui sera formé sur Bitcoin. Je doute par contre qu'il y ait des excès haussiers. Je pense que sincèrement cette année, si on arrive à faire x2 sur les market cap des cryptos hors Bitcoin et Ethereum, ce sera beaucoup. Là où ça va être intéressant, c'est dans la compréhension du modèle en K, d'accord ? De dire, là il y a eu le premier choc, là il y a eu un deuxième choc, et aujourd'hui on a déjà pas mal de jetons qui sont déjà là, proches des ATH, ou en tout cas certains même qui les ont déjà refaits, okay, et les autres, beaucoup, ça consolide depuis cet été, et beaucoup ont même déjà cassé les supports de cet été. Autrement dit, il y a déjà pas mal de jetons qui ont déjà pris la direction de ce cas, mais la plus grande partie étant ici. La plus grande partie de ces projets en attente va malheureusement se diriger plutôt ici, puisque comme on l'a dit, 2022 sera une année perçue négativement. Les gens auront plus envie de sortir des projets que d'entrer dedans. Par contre, les peu de projets qui vont rentrer vont accumuler beaucoup plus de capital. On parle ici de market cap relative. Je vous rappelle que la market cap, ça ne représente pas la valeur d'un actif, c'est juste la multiplication des trucs en circulation par rapport au prix d'un jeton. Donc voilà, mais la market cap qui sera créée, puisque c'est ce qu'on regarde à travers le crypto total, sera probablement beaucoup plus importante dans le peu de jetons qui feront partie de la partie haute du cas que ne seront réalisés de pertes sur les 80 autres % de jetons qui finiront dans la partie basse du cas. Si on résume par rapport à ce qu'on a dit avant sur le sentiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura donc des rebonds très brutaux qui ressembleront un peu à des phases espoir dans tous les jetons ici, qui feront tout simplement pendant des mois, et puis vous comprenez, phase du cas, ok, petit à petit, la désespoir se met dans ces jetons, face à côté des jetons, eux, plus performants, qui auront plus souvent tendance à faire du
Ah, ok. Un peu des trucs comme on avait connu l'année dernière sur des Dogecoin ou des conneries du genre. Ça va vraiment être du pump and dump très lent comme ça, très agonisant, avec évidemment des attaques baissières possibles, des mèches basses, etc. pour faire douter. Mais ces gros projets étant probablement dans la forte accumulation des capitaux qui traîneront, et en plus de récupérer les pertes des autres, c'est-à-dire qu'il y a la demande due à l'adoption du cycle, plus, en plus de ça, tous les ans qui vont mettre en place des arbitrages. Arbitrages qui vont donc pousser cela pour pousser cela, qui constituera à vendre à découvert tel machin pour acheter ça, ou acheter tel truc en finançant avec tel machin. Donc bien comprendre que c'est pour moi ça la thématique, Avenir 2022. Une principale thématique d'arbitrage du cas, qui sera en faveur de probablement pas plus d'une dizaine de projets qui vont récupérer toute la thune, soit par de l'investissement direct dû au cycle d'adoption, des nouveaux investisseurs qui vont tout simplement acheter les têtes d'affiche, quoi, et évidemment, à côté de ça, tous les arbitragistes et traders institutionnels qui vont arriver de plus en plus dans ce marché, qui eux vont l'arriver avec leur méthode à eux, l'arbitrage. Eux, ils viennent pas faire des paris en disant oh, moi je mise tout sur ce truc-là. Ils ont tout compris, les gars, qu'ils ont déjà raté. Ok, la tendance, elle s'est mise en place il y a plus d'un an. Ils sont à la bourre, ils le savent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils arbitrent. Ils cherchent pas à faire de la tendance, ces gars-là. Donc comprenez qu'il y aura de plus en plus d'arbitragistes. Ces arbitragistes, ils parient sur deux choses. Et à mon avis, ils vont parier sur le compression de la volatilité sur les grands projets établis. Ils vont réduire la volatilité sur Bitcoin. Ils vont probablement tenter d'arbitrer un peu Bitcoin et Ethereum en faveur de l'Ethereum qui est donc plus demandé. Bitcoin, c'est un peu comme l'or de la révolution industrielle. Ethereum, c'est un peu comme le pétrole. Donc, il y aura plus de volatilité sur Ethereum que sur Bitcoin. Donc, Bitcoin tiendra mieux les baisses qu'Ethereum, mais Ethereum profitera beaucoup plus des phases de pump. Donc, je m'attends à un Ethereum explosif cette année. D'accord. Et un Bitcoin, effectivement, lui aussi explosif, mais qui tiendra très très bien les consolidations, ce qui sera peut-être pas forcément le cas d'Ethereum. Maintenant, tous les autres jetons, comme on l'a dit, la question c'est déjà, il va falloir faire la dichotomie du premier scénario qu'on a dit. Est-ce qu'on va sur une année 2022 en range pur et neutre? Et dans ce cas-là, Ethereum sera peut-être même aussi performant que Bitcoin et les deux s'enfermeront dans le même range à débile. Et dans ce cas-là, à mon avis, les altcoins suivront ce même schéma, mais on n'aura pas dans ce cas-là de x3, x4 sur les jetons directeurs, puisque eux-mêmes auront probablement beaucoup de mal à s'instiguer dans les ATH, c'est-à-dire que dès que ça tapera un ATH, ce sera vite vendu ou arbitré par rapport aux gros jetons. Donc il faut bien comprendre que si on va dans le schéma du gros range Bitcoin Ethereum hebdomadaire, à mon avis, les jetons cœur du cas n'auront aucun souci à aller en ATH, mais dès qu'ils seront un peu trop loin des moyennes, les arbitragistes vont arriver pour les arbitrer par rapport à Bitcoin et Ethereum. Et autrement dit, il va falloir vendre beaucoup de ces jetons par rapport aux petits montants exposés sur Ethereum. Tout simplement par rapport au market cap. C'est-à-dire que le mec qui vendra un Ether, qui achètera un Ether en vendant un altcoin, il va falloir qu'il vende beaucoup de cet altcoin pour avoir des montants nominaux de position équivalents à la fin. Autrement dit, la pression vendeuse sur les coins, altcoins, certes très performants mais très loin de leur moyenne, sera beaucoup beaucoup plus forte pour compenser les mêmes volumes sur Ethereum. Donc, moi, c'est plutôt dans ces formes-là, à mon avis, que le schéma de marché pourrait se constituer si on va vers un schéma de range en 2022. La forme haute du cas restera les meilleurs jetons pour trouver de la croissance cette année, mais leur croissance sera limitée et il faudra réduire les espérances de gain. Mais moi, je reste aussi, il n'y a pas de souci. Pour moi, cette année, même si Bitcoin et Ethereum sont en range, je pense que les Atom, DOT, Solana, Link, Monero, etc., tous choses, ils n'auront aucun problème à monter quand même. Maintenant, je vais probablement me planter sur certains de ces jetons et on en reparlera. Voilà. Donc, ça, c'est la thématique A. Pour moi, c'est pas le plus probable, mais restons ouverts à scénario. Thématique B, donc, retour de la croissance, réamorçage des cycles haussiers sur Bitcoin, Ethereum. Et dans ce cas-là, ce qu'on va avoir, c'est recherche des ATH de ces différents jetons. Et là, ça veut dire des explosions haussières de valorisation sur les altes leaders de ce cycle. Je vous ai déjà parlé de ça, on l'a vu, pour moi, le leader du cycle, c'est l'adoption des entreprises. Particulièrement donc sur 3 actifs qui vont se mener la bourre à mon avis sur ce cycle, Polkadot, Avax et Atom. Évidemment, chacun est prioritaire sur son clan, donc moi je fais partie de la team Atom, enfin en tout cas c'est le jeton qu'on m'a mis sur la tête. Il y a la team Avax, il y a la team Polkadot, donc écoutez, respectons-nous enfin un petit peu, en soi c'est un écosystème, et tout comme toutes les cryptos ont explosé en 2021, les bonnes comme les mauvaises, je pense que toutes les solutions d'interopérabilité vont exploser en 2022, dans un premier temps. Donc, pour moi, la question est de se poser quel est l'état d'avancement des différentes tendances sur les projets cœur, d'accord? C'est pour ça que moi, je favorise Atom, parce que c'est le seul qui n'a pas encore performé sur ce cycle. Maintenant, il y a peut-être une raison, ça se trouve, c'est parce que c'est un imposteur, mais bon, il n'y a toujours pas de rendement sans prise de risque.
Le problème sur Avax, je l'ai déjà abordé des centaines de fois, c'est le tokenomics, c'est le fait qu'il y a plus de 35% de la market cap, enfin de la market cap, 35% des jetons en circulation qui sont arrivés l'année dernière et qu'avec autant d'inflation et un marché qui n'a jamais consolidé, autant vous dire que la market cap est montée beaucoup plus vite, d'accord, que le prix du token, qui est déjà monté sacrément putain de vite et sans structure. Donc j'ai quand même beaucoup de mal sur Avax. Et il y a encore près de 20% de la dilution qui arrive cette année, c'est même plus que ça je crois. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Voilà, c'est juste de dire que pour compenser 20% de dilution des jetons, il va vraiment falloir de la demande de cochonou sur Avax, pas juste des promesses futures. Voilà. Il va falloir que réellement la croissance organique arrive sur ces réseaux. Sauf que pour l'instant, bah, je suis désolé, la croissance organique, elle est plutôt chez Cosmos. Voilà. Donc, on verra. Peut-être que j'ai tort, raison, on s'en fout. Je veux pas qu'on rentre dans ces débats de la mienne est plus grosse que la tienne, mais juste de comprendre que c'est dans cette guéguerre, qui sera le pôle central, si vous misez tout sur un jeton, il faudra accepter d'avoir tort. Moi, j'ai toujours été clair, j'ai fait un positionnement très risqué en me mettant que sur Atom. J'ai pas de Polkadot et j'ai pas d'Avax. Mais par contre, si j'ai tort, je changerai d'avis. Ceux qui ne changeront pas d'avis et qui auront tort en ayant tout misé sur un jeton, vous, je donne pas cher de votre peau dans les prochaines années avec ce type de raisonnement. Donc restez tranquille les gars, un peu d'humilité, ok? Je bataille pas Avax, je vous mets juste face à des rivalités. Vous aurez beaucoup de handicaps que n'auront pas forcément les autres jetons. Maintenant, Polkadot a un avantage. Sa dilution est très cool, son tokenomics est plutôt avantageux, beaucoup plus avantageux que Avax et Atom d'ailleurs. Mais le problème, c'est que Polkadot a déjà bouffé une plus grosse partie de son chemin. Puisque si on regarde d'un point de vue technique, si on fait l'analyse de Polkadot, ok, ah ben voilà, Polkadot, on a une structure qui est quand même assez spéciale en termes de prix. Voilà, moi j'ai quand même un peu de mal avec ce type de truc-là à me mettre à l'achat. Donc c'est bien de comprendre que ce qui me gêne aujourd'hui, c'est la sous-performance énormissime de Polkadot face à Atom. Maintenant, en termes de market cap, Polkadot était aussi très largement en avance. Si on regarde ici, alors je crois que ce ratio, je l'ai déjà, je vais essayer de le voir. Atom dot, non, bah, je vais le rajouter, tiens, voilà, hop. Tac. Ok. Voilà. Donc, Atom Dot, ouais, bon, c'est là où c'est un peu dangereux. Donc, je vous rappelle mes zones de valorisation relative, hein, c'est-à-dire que normalement entre 10 et 15, on est compétiteur légitime. Entre 30 et 50, on cherche à contester le leadership, voire à prendre le relais. Donc là, l'entrée de la zone hein, actuelle qu'on est en train de faire, donc on est ici, on a rejeté la dernière fois la remise en question de Polkadot par Atom en octobre 2021. Aujourd'hui, ça passe. Donc là, attention, aujourd'hui, Atom challenge littéralement Polkadot. Par contre, en termes de market cap, voilà, on est encore très très loin, hein, je vous rappelle. Donc, il faut quand même rester rationnel, d'accord? Mais bien de comprendre qu'aujourd'hui, le challenging Atom est très important dans ce marché. Donc voilà, faire attention. Quand ce qui est aussi par rapport à Avax, ok, on est sur la même chose. Aujourd'hui, Atom est en train d'essayer de contester le leadership établi de ces deux-là, qui se sont installés. Hein. Avax est bien installé dans le top 10 depuis un bon moment. Polkadot y est depuis super longtemps. Donc attention, celui qui arrive avec le momentum, c'est Atom. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui va réussir, ça veut juste dire que c'est le challenger. Atom me fait sérieusement penser à Solana quand il venait de challenger Ethereum et Cardano, qui étaient les leaders historiques de l'époque. Ce qui ne veut pas dire nécessairement que Solana a fait tomber Ethereum. Donc quand je vous dis attention, ok, moi ce qui m'intéresse c'est le momentum. Pour moi le momentum de ce cycle, c'est clair, c'est plutôt favorable à Atom. Niveau tokenomics, on est plutôt sur du Polkadot, mais attention aux deux challengers. Polkadot se fait à la fois bouffer par Avax et est en train d'être challengé par Atom. Donc attention encore une fois, il y a beaucoup de croissance à venir dans ce secteur en entier avec un grand S, et cette croissance se répartira entre les trois, mais toujours il y a un effet de réseau, c'est-à-dire qu'il y en a un qui récupère 70% de la part de marché et les autres non. Donc attention, je ne sais pas du tout lequel c'est. La question ici est très longue à débattre, et loin de moi l'idée d'en imposer un plus qu'un autre, parce que je trouve qu'il y a clairement des avantages dans la structure Polkadot, et surtout dans la capacité qu'a ce jeton à faire ce qu'on appelle du value accrual en anglais. Enfin, j'ai du mal à trouver la traduction française, mais la capacité à récupérer la valeur de son écosystème. Autrement dit, Polkadot, c'est un peu l'Ethereum du smart contract. Il est capable de sucer toute la valeur de la blockchain, enfin de sucer une grosse partie. Ça se fait évidemment au détriment des utilisateurs, hein, qui sont obligés d'utiliser le jeton Polkadot, etc. Chez Avax, on a une approche plutôt composite,
qui est de dire, bon, c'est ouvert, mais pour toute la partie smart contract, tout ça, c'est forcément avec Avax. Et puis après, il y a la version Atom, où c'est de dire, nous, venez, c'est open bar, et puis voilà. Donc, il y a aussi le risque que le jeton Atom n'ait aucun avenir dans l'écosystème Cosmos. C'est là tout le risque. Hein. Donc pour moi, le challenger, c'est celui qui a le plus de risques, mais qui peut générer le plus de rendement. C'est aussi celui qui a le plus de chances de se vautrer. Hein. Il y a l'intermédiaire, le positionnement AVAX, que je comprends. Il y a une très belle technologie, mais le problème, c'est la dilution de vos jetons par les investisseurs historiques. Et cette dilution de votre market cap qui vous est déficitaire. Hein, je vous rappelle, on ne peut pas comparer l'inflation d'AVAX et l'inflation d'Atom. Elles n'ont pas du tout la même utilité. L'inflation d'AVAX, elle est principalement due au vesting schedule des investisseurs et de la société, et de la team, etc., et des fonds. Autrement dit, vos jetons sont dilués. Et c'est quelqu'un qui a cet avantage sur vous avec ces nouveaux jetons qui arrivent. Chez Atom, c'est pas pareil. À partir du moment où vous stakez, vous récupérez la part d'inflation qui est laissée par ceux qui ne stakent pas. Donc ici, on est sur une inflation punitive à la spéculation, rémunératrice à la sécurisation de la blockchain. Donc, en soi, l'inflation Atom, elle est limite bénéfique pour vous parce qu'elle vous fait gagner de l'argent si vous stakez. Évidemment, elle vous pénalise si vous êtes juste là avec des jetons liquides qui servent donc à juste soit dormir sur des wallets, soit faire du liquidity providing. Mais bien entendu, hein, faire du LP avec Atom, ça rapporte quand même pas mal. Hein. Enfin, il y a pas mal d'incentives. Bref, on dérive. Mais donc comprendre qu'il y a ça, et il y a le côté Polkadot, où évidemment là, l'utilité est maximale, mais les contraintes d'utilisation sont maximales également pour les utilisateurs. Donc je m'attends à ce que Polkadot ait très peu d'utilisateurs, mais qu'on ait une bonne grosse partie de la production générée par ces utilisateurs qui se transfère mécaniquement dans la valorisation du jeton Polkadot. Comment tout ça va s'équilibrer au sein de ce cycle ? Putain, j'en sais rien. Et c'est là que se trouve tout l'intérêt de mon questionnement. Je pense qu'il va y avoir un leader, un second et un perdant, puisque c'est exactement ce qu'on voit en général dans les cycles d'adoption. Je ne sais pas du tout qui va s'imposer en tant que leader. Je pense surtout qu'au début, on va mettre tout le monde sur la grille de départ. C'est-à-dire, je pense sérieusement qu'en termes de valorisation, hein, donc de market cap, j'en vois un qui challenge, hein, donc comme j'ai dit, qui vient rejoindre ses collègues, c'est Cosmos, voilà, qui vient rejoindre son pote Avalanche et Polkadot, le gars établi. Okay. Donc on a ici quelqu'un qui a 21 milliards sur Polkadot, on est sur du 18 sur Avalanche, on est à 10 sur Cosmos. Bon. Je ne vais pas vous mentir, j'ai bien l'impression que tout le monde va se stabiliser autour de 18-20 et qu'après la course va être lancée. Je pense que dans ce cycle, il y en a un, le leader, qui va terminer facile à 50 ou 60 milliards et les autres, un peu moins. Voilà pour les leaders de ce cycle. Enfin, les leaders. Enfin, pour moi, la plus grosse demande de ce cycle. Après, il y a tout ce que j'appelle la demande suivante, c'est-à-dire tout ce qui va venir grappiller sur cet attrait et ces nouveaux venus et cette demande. Si je ne me plante pas, hein, bien entendu, si c'est bien la demande institutionnelle. Dans ce cas-là, il va y avoir, à mon avis, donc toujours Ethereum, puisque une bonne grosse partie des entreprises auront peut-être pas nécessairement besoin de constituer une blockchain, mais juste d'interagir avec les smart contracts de blockchain existantes et de déployer leur propre smart contract. Donc clairement, pour moi, Ethereum, ce sera le leader chouchou de toutes les grosses boîtes qui n'ont pas nécessité de créer nécessairement leur propre blockchain. Binance, je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est on va dire, c'est un candidat établi de l'écosystème crypto. Est-ce qu'il réussira à maintenir sa pole position, enfin sa position de numéro 3? Je ne suis pas sûr du tout, et je pense qu'il y aura d'ailleurs un très gros challenging entre Binance et Solana, en termes de market cap, même s'il n'y a pas de lien évident entre les deux choses. Hein. Mais Solana, évidemment, pour moi, n'aura aucun mal à récupérer une partie de cette croissance institutionnelle, qu'elle se constituait, comme je vous dis, soit sous forme de smart contract, soit sous forme de constitution de blockchain souveraine, tout simplement parce que pour moi, Solana, je lui vois qu'un seul avenir, c'est de devenir le remplaçant de la bourse. Voilà. C'est pour ça que j'ai acheté Solana l'année dernière, quand j'ai capté cette histoire de timestamp introduit dans le HD block. Donc bref, ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, ces blocs très rapides, cette capacité de transaction par seconde énorme, et le fait que Solana n'ait même pas encore commencé sa scalabilité horizontale, et d'ailleurs ça fait partie de mes paris de 2022, je pense que Solana résoudra la plupart de ses problèmes de sécurité, tout en maintenant ses capacités de TPS, voire même en les développant, par de la scalabilité horizontale, à la même façon qu'Ethereum, tout comme je pense tout simplement qu'il y aura toujours cette même mutation, que je dis, de la vie antérieure à la vue future cryptoisée, entre guillemets. Je pense tout simplement que Solana, c'est la blockchain de la bourse. Voilà, que la bourse d'aujourd'hui, elle va mourir dans les prochaines années, et que toutes ces transactions seront réalisées sur des blockchains publiques,
Solana, et qu'il y aura donc probablement des sous-blockchains, tout comme aujourd'hui, vous avez le New York Stock Exchange, etc. Il y aura probablement plusieurs sous-blockchains Solana qui hébergeront différents types de transactions, que ce soit les transactions sur le marché primaire, secondaire, etc. Mais bref, je pense que c'est là que les transactions financières iront. Je parle de titrisation financière comme l'avenir de Solana. Et qui dit donc adoption des entreprises, dit cotation de nouveaux tokens, etc. Et je pense qu'il y aura bien une partie de tout ça qui réussira sans problème sur Solana, sans même que ça fasse de l'ombre à Ethereum. Je l'ai toujours dit, mais je ne comprends pas les gens qui ont appelé Solana l'Ethereum Killer. Ça n'a rien à voir, l'utilisation de ces deux réseaux. Cardano, j'ai du mal à lui trouver sa place. Je me trompe peut-être, et je suis désolé s'il y a une Cardano Army qui m'écoute. Peut-être que je me trompe, mais j'ai plus Cardano en portefeuille et je ne vois pas de raison de re-rentrer dedans. Terra Luna, pareil, j'ai l'impression que je ne sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai raté le train clairement sur ce jeton et je ne comprends pas les gens qui se mettent devant les rails pour essayer de sauter dedans. Voilà. Pour moi, c'est un train qui a été lancé à toute vitesse. Il y a des rendements qui font aucun sens pour ma part sur l'UST, 20%. Enfin bref, je sais pas. Il y a des trucs qui me font peur sur Luna. Très très peur. Je veux voir ce que ça va donner en bear market ce truc-là avant de juger de quoi que ce soit. Dogecoin, bon, j'en parle même pas. Matic, je pense qu'il conservera plus ou moins sa position proche du top 10, mais je ne le vois pas nécessairement aller to the moon au suivant de ce cycle. Je dirais que c'est un bon maintenir en portefeuille, plus que ça va bourrer to the moon. Voilà. Crypto.com, j'en parle pas. Je pense que c'est beaucoup trop cher et trop vite. Chainlink, big boy. Ça fait partie de mes chéris de ce cycle et de mes plus fortes surpondérations de ces dernières semaines. Sur le support des 20$, c'est là où je me positionne. On verra. Tant qu'on ne tombe pas sous les 15, je ne vois pas de raison de m'exciter. Chainlink m'intéresse beaucoup, bon, pour la raison évidente que les entreprises, elles adorent de la data, d'une part parce qu'elles en produisent, et d'autre part parce que l'information, c'est le cœur de la production de richesse. Donc je pense que Chainlink a déjà prévu de le faire, et ils ont déjà commencé de s'insérer dans tout cet écosystème dès que les utilisateurs arriveront. Donc Link, très bien positionné. Là, on ne parle même pas de pole position, on parle limite d'état de monopole. Sur cette situation-là, Uniswap, bon voilà, ça reste le géant de la DeFi. Je ne vois pas nécessairement ce token quitter sa position, mais je ne le vois pas surperformer non plus. Donc je dirais un bon maintien dans le portefeuille. NIR, c'est très intéressant, mais c'est pareil, j'ai l'impression d'avoir raté le truc. Donc trop tard, tant pis pour moi. Litecoin, Algorand, Tron, etc. Je pense que tout est à peu près bien positionné. Phantom aussi, voilà, tous ces trucs-là. Après, derrière, je dirais une bonne petite guéguerre légitime. Mais pour moi, les leaders de ce cycle restent clairement centrés sur l'idée que je me fais de ce cycle, c'est-à-dire l'adoption des professionnels avant l'adoption massive et la fin du cycle, l'adoption des particuliers qui arrivera probablement plutôt sur 2023-2024. Et donc, pour terminer sur ces histoires de cycle, ce qui m'intéresse, c'était de vous expliquer très brièvement ce truc-là. Voilà. J'utilise un modèle pour les cycles. Donc, comme j'ai dit, il faudra raisonner arbitrage. Donc, tous ces arbitrages de trucs m'intéressent par rapport au niveau relatif. C'est comme ça, moi, perso, que je vais me positionner dans ce marché. Atom, je vais le positionner donc par rapport à Ethereum, même si je ne vois pas trop le sens. C'est plus de dire que quand on va arriver dans la zone ici de 5%, je pense que ce sera le moment où Atom va devenir beaucoup trop chèrement valorisé. Il faudra quand même commencer à faire un peu des take profit sur la valorisation relative d'Atom par rapport aux leaders smart contract. Voilà. C'est plus de dire ici, ce sera des alertes de surenchère sur ces types de tokens-là, pour ce cas-là. Après, évidemment, j'étudie Atom Avax et Atom Polkadot, comme je vous l'ai dit. J'étudierai ce qui se passe à l'intérieur de l'écosystème Atom via Secret Network Injective Rose. Il y en aura probablement d'autres. Les arbitrages, évidemment, Link Ethereum seront hyper intéressants cette année. On évolue dans la zone 3-5%. Je pense que Link n'aura aucun mal à venir s'étaler dans la zone 10-15 au courant de ce cycle. Ça mettra peut-être plus longtemps, mais voilà. Disons que celui-là ou le suivant, mais je parierais plutôt sur celui-là, reteste et donc soit rejet de l'installation dans la zone 10-15, soit installation légitime là-haut, et on aura donc un travail entre 10 et 15% de Link. Ça me paraît quand même cher, 10-15% de Link par rapport à Ethereum, mais n'oubliez pas que dans l'économie réelle, l'information est reine, et vraiment, vraiment. Donc, moi, je maintiendrai quand même le fait qu'il est possible que Link se stabilise à 15% d'Ethereum. Ça ferait exploser sa market cap. Aujourd'hui, on est à 2. Voilà. Donc, à voir, mais je suis très curieux de savoir ce que Link pourra nous sortir sur ce cycle.
Voilà, travailler de l'arbitrage, ok, vraiment essentiel sur les différents ratios, les différentes interactions qu'on a citées ici. Je ne parle pas des plus petites market cap. Il y a probablement des choses à faire dessus, mais je ne prendrai pas le risque. Comme je vous dis, ce cycle sera beaucoup plus risqué que les précédents. Donc aller taper dans le bas-fond, etc., m'intéresse pas. Voilà. Il y a IFI dont on n'a pas beaucoup parlé pour la DeFi. C'est juste que par rapport aux différents jetons DeFi qu'il y a, il fallait que j'en choisisse un. J'aime bien AV aussi. Je dis, bon, Uniswap est leader incontesté, mais je vous ai dit, c'est plutôt un maintenir plus que renforcer. Donc, j'ai essayé de chercher parmi les challengers. Voilà, AV, très intéressant. IFI aussi. Voilà, c'est les deux contesteurs. Peut-être que je vendrai une partie de mes IFI pour me mettre sur AV si AV part plus vite, ou etc. Voilà. Entre guillemets, tous ces positionnements. Et donc, pour terminer, le positionnement cyclique que je fais donc cette année par rapport au modèle de confiance économique qui a été donc développé par Monsieur Armstrong. Bon, vous verrez, enfin, il faut taper en anglais, donc Economic Confidence Model, ECM, et Armstrong comme l'astronaute. Bon, c'est un modèle économique, hein, évidemment. Enfin, c'est un modèle plus ou moins sophistiqué, etc. Moi, c'est ce que j'utilise. Donc, c'est les cycles que j'ai là, puisque j'ai eu des questions dernièrement là-dessus. Je m'en sers comme point de référence par rapport à ces trucs-là. Donc, c'est plus de dire que cette année, comme je vous le disais, je pense qu'on sera sur un cycle de baisse de la confiance, ce qui ne fera qu'alimenter, encore une fois, la défiance envers les modèles classiques. C'est-à-dire, je pense que ça alimentera la croissance crypto, puisque donc ce sera la défiance des modèles existants, qui devraient donc bénéficier à un afflux de capitaux dans les cryptos, mais ça aura aussi un sentiment négatif. Ce que je vous disais, je pense qu'on passera le plus clair de notre année avec un sentiment plus détérioré que ne seront euphoriques les pics de courte durée, mais qui pourront être extrêmement impactants sur les jetons qui vont leader ces secteurs. Je vous ai dit, je donne mon avis sur les jetons qui, je pense, pourront bénéficier de ces hausses, dans les secteurs qui, à mon avis, bénéficieront de fortes accélérations de croissance organique. Maintenant, n'oubliez pas qu'il faudra vraiment naviguer cette volatilité et que psychologiquement parlant, cette année sera très dure. Très très dur, parce que les timings seront quasi impossibles à prévoir ou très difficiles à trouver. Les structures seront bien plus consolidantes qu'elles ne seront impulsives, mais pourtant, si vous êtes sur les bons jetons, je pense qu'il n'y aura aucun mal à avoir des creux et sommets ascendants, voire même des tendances sur certains. Comme on l'a vu, pour moi, il n'y a qu'un jeton de ce trio qui n'a pas encore connu sa tendance, dû à sa structure de vaccin qui est tendue en préparation. Donc oui, je suis très fortement pondéré en Atom cette année. C'est mon portefeuille, vous faites ce que vous voulez. J'ai peut-être tort, et comme je vous dis, si j'ai tort, j'hésiterai pas à diversifier pour en mettre une partie sur DOT et sur AVAX, histoire de sécuriser cette prise de risque. Voilà un petit peu tout ce que j'ai à vous dire sur mon positionnement altcoin en 2022. Encore une fois, donc, pas un conseil en investissement, vous connaissez le délire. Mais par rapport à la structure de votre portefeuille, si vous avez d'autres idées et que vous pensez que ce n'est pas du tout l'adoption des entreprises, etc., essayez d'avoir ce même positionnement. La croissance sera très sectorisée. Mais je pense qu'il y aura de la croissance dans le secteur crypto, bien plus qu'il n'y en aura ailleurs. Il y a toujours de la croissance partout, mais il faut encore être capable de la trouver. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que la logique que j'ai est la bonne. Donc j'ai pas eu du tort, c'est que j'ai raison. Voilà comment je raisonne. En attendant, si je me plante, eh ben, vous aurez une mise à jour au courant de cette année pour dire, bon, bah, je change tout et puis je vais sur tel secteur à la place. Voilà, bye bye. Conclusion, pardon. Conclusion que je vais refaire de la même façon. Hein. Donc, vous avez bien compris le truc. Essayez de concentrer la partie sécuritaire de votre portefeuille dans les jetons qui font pignon sur rue et qui ne seront pas remis en question. Bitcoin, Ethereum, il n'y a que ça pour l'instant. D'accord ? Tout le reste, c'est en risque. Parmi ces jetons, je vous dis, pour moi, il y en a certains qui vont devoir consolider au sein de ce sous-cycle hebdomadaire leur hégémonie. Et pour moi, ici, il s'agit de Binance et Solana, que, bon, pour moi, ils font partie des jetons que je considère comme faisant partie de l'avenir, mais dont la certitude est encore branlante. Donc, très sincèrement, je veux les voir se consolider, mais je ne m'attends pas nécessairement à ce que to the moon. Voilà. J'aimerais voir Binance maintenir son statut. Est-ce qu'il va perdre sa 3e place? Je pense que c'est possible, en tout cas. Solana, lui, est un challenger légitime qui aimerait avoir cette 3e place. Et ce serait, à mon sens, assez compréhensible. Donc, j'ai pas envie de voir Binance chuter, mais j'aimerais bien le voir garder son statut de 3e, 4e. J'aimerais bien voir Solana remonter, faire une sorte de challenging au-dessus de Binance, éventuellement. Durable ou pas, ça, l'avenir nous le dira. Derrière, je pense que Link est un vrai challenger qui a la capacité d'entrer dans le top 5 si il accède et qu'il arrive à se maintenir
dans la zone 10-15% de valorisation Ethereum, je pense que cette zone sera testée de toute façon. La question, c'est est-ce que ça va rejeter ou pas? Ça dépendra réellement de l'impact de tout ce système de données, etc. Et est-ce que Link va vraiment devenir un incontournable second Ethereum? Voilà. Il y a aussi la question de Matic qui m'intéresse. Quelle va être la part relative de l'arbitrage Ethereum-Matic? Est-ce que Matic va réellement devenir plus important encore qu'Ethereum? Tout comme je vous disais, il s'agit ici d'accrétion de la valeur. Ethereum récupérera toujours beaucoup plus de valeur que Matic, tout simplement parce que Matic peut réaliser beaucoup plus de transactions beaucoup moins chères. Donc à la fin, en soi, il y en a un qui réalise beaucoup de transactions, un beaucoup moins, mais celui-là a le token qui vaut beaucoup plus cher que l'autre. Donc ça reste comme ça. Il faut bien, encore une fois, raisonner, bien étudier les tokenomics et bien comprendre que pour moi, il n'y aura probablement jamais d'Ethereum killer. Maintenant, les Ethereum maximalistes qui s'imaginent qu'il va aller à 20 000, non, c'est très compliqué. Hein. Déjà, si on a un x2 Ethereum sur ce cycle, ce sera pas mal. Voilà. Bitcoin, c'est Bitcoin. Il est programmé pour monter. Donc, encore une fois, les gens qui vendent ce truc, je ne comprends pas. Les gens qui achètent avec du crédit, je ne comprends pas non plus. Donc voilà, acheter du Bitcoin, c'est toujours une bonne idée. La question, c'est à quel prix et est-ce qu'on est suffisamment patient pour attendre que ça monte? Et quelle partie de son portefeuille on met? Pour moi, un mec qui a 90% de Bitcoin, il va falloir réfléchir quand même, là, parce que c'est un peu vénère. Mais bon, pour moi, une personne qui n'a pas au moins 5% de Bitcoin en portefeuille, c'est quelqu'un qui devrait également réfléchir. Un peu l'idée. Pour tout ce qui est donc derrière la bataille des interopérables, Polkadot, Avax et Atom, libre à vous de faire partie d'un clan si vous voulez. Ok, j'ai le mien, hein, donc je suis mal placé pour dire qu'il faut pas être, qu'il faut, voilà. Mais c'est des choix. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut garder l'ouverture d'esprit. Si vous choisissez d'appartenir à un camp plus qu'un autre, vous prenez donc un risque. Et soyez donc conscient que si ce risque se retourne contre vous, il faut simplement derrière rediriger un peu tout ça. Il ne faut pas faire partie des dindons de la farce qui derrière vont vouloir taper sur les autres parce que leurs jetons ne montent pas, etc. Si ça se trouve, vous avez tort. En soi, comme on l'a dit, un leader, un follower, un challenger, entre guillemets, et un loser. Hein. C'est à peu près ça qu'on va avoir sur ces trois-là. Bien malin celui qui connaît l'histoire avant. Hein. Donc on pourra probablement écrire cette histoire en 2022. Peut-être que ce sera moi le con dans l'histoire, peut-être que ce sera un autre. Ne soyez pas là pour jeter la pierre à un autre, c'est débile. Donc je préfère encore une fois que si vous faites partie d'un clan, défendez votre clan, je peux comprendre, mais restez ouvert d'esprit, c'est hyper important. Et puis après, tous les différents arbitrages entre des jetons complètement surévalués qui, pour ma part, n'ont rien à foutre. Dans le top 10 actuellement, c'est le cas par exemple de Cardano, Luna, je sais pas ce que ça fout là, tous ces trucs. Donc on va voir. J'étudierai évidemment donc les effets de ratio pour voir s'ils atteignent des niveaux qui m'intéresseront d'arbitrer, c'est-à-dire financer des positions sur les jetons que je veux, en vendant à découvert ces jetons qui, pour ma part, n'ont pas leur place. Maintenant, encore une fois, ce sont des choix perso. Je vous le dis, pour des stratégies d'arbitrage, il suffit d'avoir des idées. Et on a le droit de ne pas être d'accord sur les idées. Mais retenez que 2022, c'est achat sur les parties hautes du cas, on dégage de la partie basse du cas ou pas. Ça dépend ce qu'on veut faire avec les jetons, hein, mais c'est libre à vous. Hein, il vaut mieux quand même être sur ceux qui montent que ceux qui baissent. Voilà, et surtout donc arbitrage, c'est-à-dire s'adapter. Voilà le chef 2022 pour la gestion des altcoins. Ciao, ciao.